Puis la Haute-Garonne, c'est vrai qu'on vit de l'agriculture. Il faut savoir que le produit de l'agriculture Haute-Garonne est plus important que celui d'Airbus. Mais on est un département qui exporte beaucoup et qui transforme très peu. C'est pour ça que la valeur ajoutée, elle est plus faible. Et puis, il y avait aussi le problème de la MHE, l'épidémie qu'avaient les bovins, le problème de l'eau, et puis, bon, on va dire les revendications sur le fioul. Mais il y a une particularité de la Haute-Garonne, c'est que la Chambre d'agriculture est tenue par des jeunes agriculteurs qui s'est un petit peu affranchi de la FNSEA, qui a fait une liste à part pour l'élection. Donc, ils ont gagné la Chambre d'agriculture avec un jeune président qui a 33 ans. On va dire qu'il y a une vision du monde agricole à l'horizon 2030-2040 qui a compris beaucoup de choses, les demandes sociétales, donc qui bouge, qui évolue. Et puis, la FNSEA qui était le deuxième mouvement, puis après, il y a la Conf et tout. Donc, il y a une particularité en plus à Haute-Garonne avec ces jeunes agriculteurs qui poussent justement, qui poussent le mouvement. Mais les agriculteurs, comme on va parler de normes et tout, mais les agriculteurs, ils sont prêts à s'adapter, ils savent ce qu'il faut faire et tout. Sauf qu'ils sont un peu perdus, ils ne connaissent pas vraiment un jour on va leur dire, il faut mettre en jachère, un coup il faut produire ci, il faut produire ça. Et donc ça manque de ligne politique. En fait, les trois questions essentielles que je pose toujours. Qu'est-ce qu'on veut produire ? Comment on produit, dans quelles conditions salariales, conditions environnementales, et où on le produit. C'est quoi la vision politique agricole de la France ? C'est ça la question. Et eux, ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut, mais qu'on les rémunère au fruit de leur travail, et puis qu'ils puissent dégager une marge. Parce que je discutais avec un éleveur là, que je suis allé voir la semaine dernière, je lui ai dit, si on retire ce que tu touches de la PAC, combien tu dégages en fin d'année ? La personne, il a quand même 100 bovins, c'est des limousines, et il a 160 hectares. C'est quand même une belle exploitation quand même. 160 hectares, c'est... Et on rappelle que Bruno Le Maire ne sait pas ce qu'est un hectare. Oui. Non, ça fait toujours rigoler. 10 000 m², 100 mètres sur 100 mètres. Mais le jeune, là, tu vois, il y avait le grand-père, lui, il reprend l'exploitation, une super exploitation, vue sur les Pyrénées, et je lui dis à la fin de l'année, combien tu dégages ? Moins 20 000. C'est-à-dire qu'il travaille toute l'année 60, 70 heures, 80 heures, et il dégage moins 20. C'est-à-dire qu'il travaille à perte. Donc c'est la seule activité, je pense, en France, où des gens travaillent des heures incroyables pour dégager une perte. Et c'est 15% en Haute-Garonne. 15% des agriculteurs en Haute-Garonne, ils ont un revenu, à la fin de l'année, c'est nul ou négatif. Voilà. Donc c'est pas seulement qu'ils bossent pour leur banque, parce qu'il y en a plein, ils sont endettés jusqu'au cou, donc en fait, ils remboursent des crédits. Donc, en réalité, ils sont salariés de leur banque, malheureusement. Mais alors, c'est pas juste qu'ils dégagent une marge que d'autres bouffent, c'est qu'ils ont même pas la marge, quoi. Et donc, d'une année à l'autre, heureusement qu'ils ont pu mettre un peu de côté parfois, parce qu'ils s'endettent, et s'ils n'ont pas réussi à mettre de côté, ils vivent avec un crédit. Donc les gars, ça veut dire qu'on leur prête de quoi finir l'année, de quoi faire une espèce de soudure financière, et en fait, la soudure en question, on vient de la rechercher avec 3-4% d'intérêt derrière. Donc on t'étrangle. Et en plus, tout à l'heure, tu disais un truc qui est, je pense, assez spécifique aussi à notre département, c'est le côté faible valeur ajoutée, sur la nature de ce qui est produit. Et ça veut dire aussi que les agriculteurs en Haute-Garonne, ils sont vraiment hyper exposés aux enjeux européens. C'est ça. Notamment la question de l'élargissement à l'Est, qui est un peu le sujet qui revient pour les élections du 9 juin. Il y en a une partie, il y a des gens qui veulent intégrer l'Ukraine, il y a des gens qui veulent intégrer la Moldavie, etc. Et en fait, on sait que par exemple l'Ukraine, c'est le premier producteur mondial de tournesol. Et le tournesol, c'est un truc qui est extrêmement produit en Haute-Garonne pour les différents usages qu'on peut avoir. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'on se retrouve vraiment avec une espèce de concurrence à bas coût, où les agriculteurs en Haute-Garonne vont être les premiers qui vont être frappés par tout élargissement, parce qu'il y aura un marché unique, on a déjà suspendu les droits de douane à l'import pour le tournesol ukrainien, et donc c'est ça la menace aujourd'hui, c'est d'inonder, on leur a dit, faites des choses à faible valeur ajoutée, on en a besoin, pour de l'huile, etc., et maintenant que vous avez fait ça, on va aller chercher encore moins cher dans d'autres pays, parce que vous êtes payé 400 balles par mois, mais il y en a qui sont payés 200 balles par mois, et donc c'est sur cette petite marge-là qu'ils vont aller chercher de quoi les sacrifier, pour acheter de l'huile de tournesol moins chère. Moi, je trouve pas ça normal non plus. Donc moi, tu vois, ce que j'ai peur, tous ces petits producteurs, quand je vois quand même, ils ont 160, 200, 300 hectares, c'est énorme, mais par rapport aux monstres qu'il peut y avoir en Ukraine, au Brésil et tout, j'ai peur qu'on sacrifie l'agriculture comme on a sacrifié, comme je disais tout à l'heure, je viens de la Lorraine, mais la Lorraine, il y avait les Vosges avec le textile. Le textile dans les Vosges, ça n'existe plus, ça a été sacrifié. Et puis la sidérurgie qu'il y avait en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. Bon, la Meuse, ça reste rural. Moi, c'était vraiment rural. Mais on a sacrifié la sidérurgie sur l'autel des délocalisations. Et qu'est-ce qu'on a mis à la place ?
on avait mis un parc d'attractions Schtroumpfland en Moselle. Donc moi, j'ai pas envie que la France devienne la France des bases logistiques, des plateformes logistiques, avec tout le commerce qui vient, et puis des parcs d'attractions ou des Jeux Olympiques. C'est le tournesol ou c'est Amazon, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut choisir. Donc j'ai peur qu'on sacrifie toutes ces petites exploitations, je dis entre guillemets, parce qu'avant les exploitations, la moyenne, je crois qu'elle est de 60 hectares en France, et en Haute-Garonne, je crois que c'est ça. Ouais. Et maintenant, tu vois, le patron de la FNSEA, c'est une exploitation de 700 hectares. Mais je regardais la plus grande exploitation au monde, c'est en Chine. Ouais. Et ça fait 9 millions d'hectares. Ça veut dire 9 millions d'hectares, ce qui fait 90 000 km². C'est la superficie du Portugal. Bon, ça c'est l'exemple démesuré de la Chine. Mais voilà, comment on peut concurrencer, enfin être compétitif, parce que je discutais avec des jeunes agriculteurs, ils disent, nous notre mission c'est de nourrir le monde. Parce que bon, ils vont au lycée agricole. On leur enseigne ce qu'on leur enseigne. Et puis le niveau de savoir et de connaissance, il est extraordinaire. Donc, les agriculteurs aujourd'hui, ils ont étudié leurs trucs pendant des années. Et tu reçois dans ta boîte aux lettres, quand je voyais mon beau-frère, tu reçois la vie agricole et tout ça, il y a tout un travail qui est fait par les parents, par le lycée, par l'environnement, et tu dois nourrir le monde. Donc ouvrir au marché et on y va. Alors si tu nourris le monde, si tu envoies à l'extérieur, tu reçois aussi en importation. Et c'est là que tu te fais... éventrer, on parle du poulet, on parle de tout. On importe des fruits et légumes, on importe beaucoup de choses. On exporte quoi maintenant ? De l'alcool, grâce au champagne et au cognac. Ouais. Ça appartient à qui ? À LVMH. On exporte du blé et on exporte du lait. Mais tout le reste, de l'orge et du sucre, je crois. Voilà. Mais voilà, c'est à peu près ces domaines-là. On se fait éventrer sur toutes ces productions-là. Donc ces jeunes ou ces moins jeunes producteurs, ils ont une sacrée responsabilité. Parce que tu vois, quand je suis allé visiter cette ferme, il y avait le papa qui était là. Il va partir en retraite, qui allait partir en retraite. Puis il y avait le grand-père qui avait... Donc il y a une responsabilité, tu reprends la succession de ton père, de ton grand-père, voire ton arrière-grand-père. Donc tu n'as pas le droit de te rater. T'as intérêt à réussir, à innover, tout ça. Et tu vois, le mal-être paysan, quand on dit qu'il y a un paysan tous les 2 jours qui se suicide, c'est bien plus d'après les statistiques, parce qu'ils ne peuvent pas, tu vois, ils ont trahi leur famille, enfin, il y a une pression, ils sont prêts. Et c'est terrible ce qu'on leur fait porter, parce que c'est l'héritage de toute une tradition paysanne qui remonte à la nuit des temps, parce qu'au Moyen-Âge, 80% des gens étaient paysans, et ils ne peuvent plus s'en sortir, parce que comment veux-tu t'en sortir ? Et le gouvernement ne peut pas leur répondre. C'est impossible de répondre aux demandes des paysans et des agriculteurs parce que le gouvernement qu'on a actuellement, il est dans l'ordre néolibéral. Il est là pour justement le libre marché, les traités de libre-échange. Donc il ne peut pas leur apporter une protection. Il ne peut pas protéger nos agriculteurs comme il n'a pas pu protéger notre industrie, comme il ne peut pas protéger nos petits commerçants. Donc ils ont éteint le feu avec quelques mesurettes. Enfin, quelques mesurettes pour les paysans, ça va faire du bien, on va dire, sur le rouge. Mais sur le rouge, sur la MHE, l'épidémie, 90%, 80%, quelques mesures. Mais le problème de fond, il n'est pas abordé parce qu'ils n'ont pas, idéologiquement, ils ne peuvent pas y répondre. Et puis en plus, par ailleurs, il y a aussi l'importance, je pense, pour nous, quand on fait de la politique, de dire que ça fait des gagnants, cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui se suicident, il y a le poids que tu évoques, il y a la concentration des terres, parce qu'en fait, maintenant... il y a 2 agriculteurs qui partent, il n'y en a qu'un qui est disponible pour les remplacer. Il n'a pas forcément le capital ou le foncier pour reprendre les 2 exploitations. Donc ce qui se passe, c'est que en fait, il y a de plus en plus de fonds de pension, de grands groupes financiers qui achètent la terre. Et on voit la concentration, on voit qu'elles s'agrandissent, les surfaces de chaque exploitation. Et après, une grosse surface, si elle est contrôlée par un type qui fait de la finance, en fait, elle sert à exporter. Elle ne sert pas du tout à répondre aux besoins alimentaires des gens. On s'occupe de faire un seul produit sur la même terre et on l'use à mort, cette terre-là, tant que c'est rentable et tant que ça fait du bénéfice. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu le cas en Haute-Garonne, puisque vous savez qu'en Haute-Garonne, vous avez 5% des exploitations, c'est très petit, 5% font un quart du chiffre d'affaires. Donc c'est hyper concentré. Vous avez quelques-uns qui s'en sortent très bien, et ça se fait au détriment et aux dépens de tous les autres. Et on a une petite question là-dessus. D'ailleurs, on a déjà une question qui est arrivée. Il y a une personne taquine qui nous dit « Est-ce qu'il ne faudrait pas que les agriculteurs soient des fonctionnaires ?» Bon, d'abord, j'ai envie de dire qu'il faudrait leur demander leur avis. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient envie. S'il y en a qui veulent, moi ça me paraît pas tout à fait absurde, mais le problème c'est que le sujet aujourd'hui c'est pas tellement ça, c'est que même si vous en faites des fonctionnaires et qu'ils ont une dette comme ça, en fait ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va quand même falloir mettre de l'argent sur la table pour les désendetter. Ce qu'on a proposé, parce qu'on a fait la campagne en 2022, on défendait déjà ça à l'époque, on disait il faut une caisse de défaisance, c'est-à-dire une caisse où pour l'agriculteur qui se convertit au bio, entame différentes formes de transition, de bifurcation, a envie de garder plusieurs types de cultures, un truc qui est utile pour tout le monde, et on lui reprend ses dettes. Plutôt que de faire des aides,
eh bien, on lui retire les dettes pour qu'il puisse repartir avec un investissement, son capital, et puis être étranglé par le truc au quotidien. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai pas vu grand monde dans le monde agricole rêver du fait d'être fonctionnaire. Et par ailleurs, t'as vu le temps de travail qu'ils ont. Non, moi je pense qu'ils peuvent pas en fait être soumis à un statut, etc. C'est très compliqué, je pense. Pour les aider dans leurs tâches, parce que beaucoup se plaignent de la paperasse, et je comprends les classeurs et tout, ils ont besoin d'une administration qui est présente, humaine, qui vient les aider justement. Il y a déjà des aides, des formations, tout ça. Mais je comprends que des fois, moi je voyais mon beau-frère, tout ça, avec tous ces classeurs qu'il faut remplir. Moi ils ont le suivi informatique, tout ça, ils suivent leur bétail, tout ça. Mais il faut remettre de l'humain, fonction publique, il faut mettre des services publics à la campagne et qui viennent au plus près des agriculteurs pour les aider à remplir des dossiers, parce que tout ça c'est compliqué, je veux dire, et ils ont besoin de ça. Voilà, galère. Voilà. Des demandes de subventions, des demandes d'aide, ils ont besoin de ça, comme tout citoyen, ils ont besoin d'avoir des gens présents. Il faut plus de services publics pour les paysans, mais aussi bien pour les petits commerçants, pour les aider dans leur quotidien, parce que eux, avant tout, ce sont des producteurs. Et moi, l'idée, c'est de reconnecter les producteurs, qui sont les agriculteurs, aux mangeurs, et éviter ceux qui sont au milieu, ce qu'on appelle l'agro-industrie, des distributeurs qui, eux, se gavent. Je crois que leur marge est passée de 3 milliards à 7 milliards en un an. Sur les mêmes trucs. Alors qu'on produit tout pareil, rien n'a changé. Ils ont piqué 4 milliards d'euros au milieu. 4 milliards, en sachant que l'aide de la PAC, c'est 9 milliards. Donc, c'est énorme. Donc, entre le prix du blé et le prix de la baguette, le coefficient de 1 à 20. Donc, si on reconnecte le producteur au consommateur, alors ce qu'il faut des producteurs. Il faut des transformateurs, c'est-à-dire des coopératives qui transforment, mettons, les légumes en bocaux, faire des petites usines de transformation de pâtes, de blé. Et puis après, il faut des distributeurs, des petits commerces qui, de nouveau, s'ouvrent dans les campagnes. Et là, tu recrées tout un tissu, tout un réseau. Tu rembauches des gens, parce que là, forcément, il va falloir du monde. Et tu court-circuites la grande distribution. Parce que quand j'entends souvent dire, les gens, il faut qu'ils arrêtent d'aller dans les supermarchés. Sauf que les gens vont dans les supermarchés parce qu'ils y vont pour acheter un prix. Par contre, si tu remets en place tout un réseau de transformation, de distribution, ça va être long, mais tu remets en place ce qu'il existait avant, mais peut-être en optimisant tous les circuits, les gens, du coup, parce que le prix, il sera aussi, très compétitif par rapport à la grande distribution, parce que tu supprimes les intermédiaires et de bien meilleure qualité. Donc avec ça, tu permets justement de court-circuiter la grande distribution et l'agro-industrie, et tu refais du local et tu recrées de l'emploi. C'est l'idée que j'avais discutée avec un copain qui s'occupe d'une AMAP, Pierre Besse, qui est agriculteur agronome, et il me dit, tu vois, moi, au niveau légumes, je nourris à peu près 100 personnes par semaine. Bon, il y a 150 000 personnes qui habitent dans la Circo. Il faudra en gros 1500 AMAP, ce qui fait 3000 emplois, 2 personnes par AMAP. Il faut que ça soit quand même aidé par l'État. Rien que pour les légumes. Après, tu imagines ça pour les fruits, pour le miel, pour la viande, pour plein de choses. Tu imagines le nombre d'emplois que tu peux recréer rien que dans la Circo du Sud Toulousain, et tu multiplies ça à l'échelle de la France. Ça, c'est énorme. Alors, on va nous dire, mais si on va plus importer les autres produits. Donc si on n'importe plus, on va avoir du mal à vendre nos voitures, parce que les traités de libre-échange, tu importes à condition que tu vends tes voitures, tu vends de l'armement aussi, tu vends tout. Donc ça, il faudrait sortir les produits agricoles des traités de libre-échange. Mais par ailleurs, on a aussi parfois des trucs qui coexistent, c'est-à-dire qu'il y a des produits, on les produit en massif, et en même temps on les importe. Donc c'est pas toujours non plus incompatible, ça dépend aussi des territoires, comment on fait le truc. Et puis, c'est un peu le débat autour de la sécurité sociale alimentaire. C'est l'idée de se dire, en fait, il faudrait qu'on mutualise, c'est-à-dire qu'on mette tous en commun un petit peu d'argent pour qu'on assure à la fois le droit de manger à tout le monde. C'est-à-dire que si tout le monde met un peu en proportion de ses moyens, vous êtes sûr que ceux qui ont quasiment rien, ils ont accès à l'alimentation, et ceux qui ont un peu plus, ils ont cotisé. Et en plus, ça assure un débouché. D'ailleurs, les cantines scolaires, pendant longtemps, ça visait à ça. Ça visait à dire aux producteurs du coin, vu qu'il y a une cantine scolaire, vous êtes sûr que vous aurez un achat sur plusieurs années. Mais tu peux investir, tu peux laisser une terre en jachère, tu peux perdre un peu en sachant que tu as une sécurité sur 5-6 ans derrière de production. Enfin, tout ça en fait se joue c'est la planification en fait de l'alimentation. C'est la planification publique. Si tu donnes une ligne, et si les paysans, les agriculteurs savent ce qu'il faut faire, ils vont le faire, ils vont très très bien le faire. C'est pour ça qu'on a organisé un débat la semaine dernière
tout simplement aussi pour sortir des caricatures qu'il peut y avoir entre les citadins, on va dire les citadins, les écolos et les agriculteurs qui, bien souvent, on les oppose. Forcément, quand il y a des manifestations de la FNSEA à Toulouse, ça clive, c'est contre-productif. Mais ça, c'est la presse généralement qui s'occupe de mettre les uns contre les autres. On en rajoute. Par contre, quand les gens sont face à face, moi je sais qu'il y a des écolos qui sont venus à La Réunion, il y avait des agriculteurs, j'aurais préféré qu'il y ait encore plus de monde, mais au moins les gens se parlent et discutent et s'aperçoivent que oui, on a des intérêts communs. Les intérêts communs, c'est de vivre de mon métier et c'est de produire. Les agriculteurs, ils ont envie de produire des bons produits, ils ont envie de manger les produits qu'ils font. Ouais. Donc, et ça, l'idée, c'est de créer un grand débat. Comme on manque de débat en France, c'était de créer ce débat et qu'on sorte des clichés. Des clichés sur l'agriculteur bourrin qui tue les gens qui avec ses pesticides, avec ses gros tracteurs, et puis l'écolo d'autant plus que l'agriculteur, c'est souvent la première victime des pesticides. C'est pas quelqu'un qui tue les autres, c'est quelqu'un qui subit tous les produits, etc. Mais tout à l'heure, tu évoquais le supermarché, on a une question. Il y a quelqu'un qui dit, et pourquoi pas une obligation de fournir en priorité les supermarchés avec des produits français ? N'est-ce pas possible ? Possible. Moi, je pense que... Alors, ça l'est, parce qu'il y a centrale d'achat, il faut des critères. La petite difficulté qu'on a, c'est que le droit européen, c'est le problème, mais on en reviendra, mais le droit européen nous interdit d'avoir des critères de distance. Parce que ça voudrait dire que tu privilégies un pays sur un autre, machin. Alors en fait, il faudrait des critères de distance. Il faudrait dire, si c'est produit à moins de 50 bornes, on le vend en priorité ou on l'achète en priorité. Mais techniquement, oui, il faudrait une législation où on pourrait trouver des critères. Après, la chance qu'on a, c'est que souvent, quand tu mets des critères de qualité, c'est une manière en fait de promouvoir l'agriculture française parce qu'elle est mieux disante, les produits sont de bonne qualité par rapport à d'autres produits importés depuis très loin. Donc c'est une manière de faire. Mais parce que tu évoquais tout à l'heure la question de supermarché. Après, le souci, c'est pas tellement est-ce qu'on vend français ou pas dans ce marché. Le souci, c'est combien on paye les producteurs français pour vendre. Parce que s'ils sont payés 1% du prix de vente à la fin, c'est pas parce qu'ils ont vendu à proximité qu'ils seront bien payés. C'est pour ça qu'il faut réinventer toute une chaîne de transformation. Alors ce qui manque en Haute-Garonne, parce que il y en a qui me disaient, il y a un jeune qui justement allait mettre en place une fabrication, faire des pâtes, va transformer sa farine. J'ai rencontré un producteur de céréales. Il fournit déjà en farine tous les boulangers du coin qui font ces baguettes et il fait des pâtes. Et puis après il a d'autres idées. Donc petit à petit ça réoriente. Après il faut pas que tous les producteurs c'est un autre métier, transformateur et commercial, parce que tous les producteurs ne sont pas là pour aller vendre sur le marché. Puis il faut quand même nourrir. Il faut faire ça à une grande échelle, parce qu'il faut quand même nourrir tout le monde. Il faut une production énorme. Donc ça, il faut une planification. Il faut dire qu'est-ce qu'on a besoin de bras. On a besoin aussi de mécanisation pour arracher les mauvaises herbes. Il y a tout ça à repenser. Et c'est pour ça que quand j'ai discuté avec le président de la Chambre d'agriculture, il a bien compris que la demande sociétale était on va manger moins de viande. Donc à la place, on va faire pousser des lentilles, on va faire pousser du soja, on va faire pousser du pois chiche. Sauf que le soja a besoin de beaucoup d'eau. Donc il y a aussi le même problème que le maïs. On sort pas il y a le problème de l'eau. Donc c'est tous ces sujets-là qui me permettent de dire ce qu'il dit. Moi ça m'a plu d'y aller, de discuter, même si je connaissais un peu, mais d'être au contact. Et c'était très intéressant parce que les gens ont demandé à discuter avec les anciens qui venaient voir leur fils et puis leur fils qui était là aussi et qui était très très en colère. Mais je trouve que c'est pas fini, mais c'est une super séquence. Il y a des séquences comme ça qui arrivent. On va dire il y a les gilets jaunes, il y a les stylos rouges, il y a tout ça. Et puis ce mouvement des agriculteurs qui s'étaient fixés sur une autoroute. Et c'est pas rien une autoroute parce que tu bloques justement les camions qui viennent d'Espagne, qui viennent l'autoroute, c'est le lieu du capitalisme. Voilà. C'est la logistique. Donc, c'est les symbole était fort. Tous les colis Amazon ils passent par la route, les produits de l'autre bout du monde ils passent par la route. Mais sur ce que tu disais là, sur le sens du travail, moi c'est un truc qui m'a marqué dans les gens qu'on a pu rencontrer, qui étaient dans le mouvement. C'est que vraiment un truc qui revient souvent, c'est qu'il y a une liquidation programmée quand même du monde paysan aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une planification, il y a un objectif. On est passé de 1,5 million à 400 000 agriculteurs en l'espace de 20 ans. Et ça a été volontairement organisé et ça continue. Regarde, ce qu'on voit. Moi, ce que je vois souvent en Haute-Garonne, et je pense que tu as les mêmes, j'imagine qu'il y a des variations, mais c'est qu'en fait, les agriculteurs, ils viennent te voir et ils te montrent leur exploitation. Alors souvent, ils sont fiers de ce qu'ils font parce que c'est ce que tu dis, ils aiment bien, ils ont envie de nourrir, de bien produire, de faire au mieux. C'est comme plein de gens qui bossent, quoi. Les gens, ils aiment bien bosser. C'est quand même un plaisir d'être heureux quand on bosse. Donc, c'est ce qu'ils cherchent, les gens. Mais moi, j'en vois plein qui me disent, aujourd'hui, on me dit que ce qui va être rentable, c'est par exemple de produire de l'énergie.
d'avoir un méthaniseur. Ce qui est rentable, c'est d'ouvrir une espèce de maison, d'ouvrir une maison d'hôte sur ma terre. Et en fait, on te transforme de producteur agricole, c'est-à-dire tu fais des fruits, des légumes, ce que tu veux, à t'es quasiment un semi-Airbnb local parce que t'accueilles des citadins qui veulent se ressourcer, je sais pas quoi, à la campagne, mais c'est pas le même boulot. Enfin, non. Par ailleurs, il y a des gens qui font le boulot, qui font des diplômes tourisme, hôtellerie, etc. Enfin, c'est un vrai boulot de faire ça. Et pareil pour l'énergie, c'est un vrai boulot d'être producteur énergéticien. Mettre des panneaux sur les toitures, enfin il y a tout ça. Mais en fait, on essaye aussi d'abattre le travail agricole lui-même et faire de l'agriculteur finalement la personne à tout faire qui va être presque le gestionnaire quoi, local. C'est la personne qui gère la terre. Maintenant, c'est quelqu'un qui produit à bouffer. Qui va aménager, on va dire, qui va aménager les petites fleurs, qui va aménager les bois pour que justement les touristes, parce qu'on nous a dit pendant un temps la France sera une France touristique, la France des services, la France des parcs d'attractions et des Jeux Olympiques, je reviens à ça. Et eux, non, ils disent non, nous on est producteurs, on veut produire de l'alimentation. Je veux dire, faire sortir les fruits de la terre, enfin tu vois, le sel de la terre. Enfin, il y a quelque chose, tu les vois, ils ont les yeux qui pétillent. C'est un métier passion, c'est un métier qui est très très vieux, qui a plus de 10 000 ans, et que c'est transmis par leur père. Alors beaucoup ont abandonné ce métier parce que justement avec la concentration des exploitations, une personne avec 200 hectares, tu arrives à faire vivre, et encore une personne, c'est-à-dire qu'avant tu pouvais vivre à beaucoup, puis il y a les concentrations. Moi mon beau-frère, quand il a vendu son exploitation qui faisait, je crois, 200 hectares, c'est un gros qui faisait déjà 300, et du coup ça fait 500, et puis voilà, tu vois. Et quand tu parlais de maladies que touchent les agriculteurs, pendant les vacances de Noël, j'ai perdu ma belle-mère, qui était agricultrice, elle est morte de la maladie de Parkinson. Bon, maladie de Parkinson, ça cause quand même quand tu touches... et puis on sait qu'il y a une prévalence plus grande de ce type de maladie en milieu agricole. Donc c'est les premières victimes de ce qu'on leur impose et qu'on leur dit, il faut y aller, il faut que tu produises à fond, parce que c'est comme ça que tu sortiras, il faut exporter. Donc ils sont à fond là-dedans. Et quand je discutais avec mon beau-frère, il était convaincu, ce qu'il faisait c'était bien. Je veux dire, oui, voilà. Il essaie de faire au mieux qu'il peut dans le cadre qu'on lui donne. T'as le gros tracteur, tu reçois la vie agricole, t'es dans un truc, t'as été au lycée agricole et tu fais le truc. Tu reprends l'exploitation de ton beau-père. Alors, il avait abandonné les vaches laitières, parce que ça, c'était astreignant, malgré que c'est ce qui a rapporté quand même un petit peu d'argent. Et puis, c'était mis dans les vaches à viande, et puis les céréales, voilà. Comme beaucoup, et avec des gros tracteurs, des investissements hyper lourds. Et puis, bien entendu, le crédit agricole, parce qu'on oublie aussi le crédit agricole. Première banque d'Europe, je crois, non? C'est ça? Je sais pas. Moi, c'est ma banque depuis que je suis gosse. Le géant vert, enfin, c'est énorme, le crédit agricole. Et puis la Chambre d'agriculture et le syndicat maison à la FNSEA. Tout un système là-dessus, mais tout à l'heure, tu évoquais un instant les concentrations. Il y a Piotrouchka, franchement, arrêtez vos pseudos. Bon, il y a Piotrouchka qui demande est-ce qu'il ne faudrait pas un démembrement, éclater le foncier, les super exploitations pour installer les jeunes. Donc Piotrouchka qui va à la SERP, mais c'est plutôt intéressant cette idée de... L'accès à la terre. De redistribuer, elle ou il a raison. Il y a beaucoup de jeunes, en fait. Moi, je vois à Pierre qui a formé des générations de jeunes qui veulent se réinstaller, soit prendre des AMAP ou des petites exploitations. Et ils ont, face à un problème, c'est récupérer du foncier, récupérer de la terre. Et ils veulent pas grand-chose. Ils veulent des fois 1 ou 2 hectares ou 3 hectares pour faire du maraîchage, des choses comme ça. C'est plus facile d'acheter 200 hectares, enfin, quand tu as les moyens, que de trouver 3 hectares. Je veux dire, c'est compliqué. C'est plus vite disponible. Voilà. Les grosses superficies. Même pour les nouveaux entrants en fait, quand tu rentres dans le game de l'agriculture, t'as pas les moyens de démarrer sur une très grosse exploitation, et donc en fait ce pourquoi t'as les moyens est pas disponible, et uniquement disponible c'est pourquoi t'as pas les moyens, et t'es vachement coincé. Mais c'est un peu normalement le rôle des SAFER qui s'occupent un peu de ça, de la redistribution du foncier, et de toute façon on est tout à fait favorable à ça. Pareil dans les campagnes qu'on a menées à chaque fois, on disait qu'une des urgences c'est la redistribution des terres. C'est de faire, de relancer une réforme agraire dans ce pays et de faire en sorte que les très gros céréaliers, les très gros betteraviers, il va falloir qu'une partie de leurs terres soit redistribuée. Alors, on va les compenser. Non, mais si jamais il y en a qui nous écoutent qui ne tombent pas dans les pommes directement, on les compensera, on vous donnera un petit peu. Mais on les compensera, mais il faut redistribuer un peu cette terre parce qu'il y a plein de jeunes qui veulent bosser. Et c'est le seul moyen d'enrayer la disparition du monde et du travail agricole. Parce que derrière, si jamais ils disparaissent, si on passe de 400 000 à 200 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dépend totalement de l'étranger pour bouffer. Les grosses exploitations, et puis on dépend complètement des importations. Et moi, j'ai pas envie que dans la situation alimentaire, on ait la même situation que les masques. Par exemple, durant les différentes crises et épidémies. Vous imaginez le truc, ça veut dire que le jour où il y a une crise de production, je sais pas, il y a une tension sur le blé, l'orge ou le maïs, on mange plus. Non, on va pas pouvoir attendre 4 mois sans manger s'il y a une crise de spéculation mondiale. Il va bien falloir qu'on ait de quoi avoir des réserves et tenir. C'est aussi une question de sécurité de tout le monde.
Alors, ce que disaient aussi beaucoup les agriculteurs, les paysans, le reproche qu'ils faisaient, ils disaient, moi j'ai essayé de faire de vendre, de faire de la petite production, et les consommateurs ne jouent pas le jeu. Alors c'est vrai que pendant l'épidémie, les gens se sont retrouvés dans les circuits courts, les marchés, tout ça a bien marché, et ils reprochent aux consommateurs de ne pas acheter leurs produits parce qu'ils sont un peu plus chers. Après, c'est toujours la même chanson, on culpabilise le consommateur et on ne remet pas en cause le système de production, et bien souvent ils oubliaient quand même les intermédiaires qu'il y avait entre eux, producteurs, et le consommateur. Parce que je dis, oui, mais le consommateur, tu sais, qu'il va dans un supermarché, et quand il voit de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande et qui va vendre, je sais pas, à 10 € le kilo, ou le porc qui vient de Pologne, 1,70 € la côtelette le kilo, lui, il achète un prix. Je veux dire, tu peux pas culpabiliser, moi je suis pas là pour culpabiliser le consommateur, parce que forcément, il y a une histoire de pouvoir d'achat. Et je lui disais, justement, ça tombe bien, parce que dans 2 jours, il va y avoir une manif des enseignants, et qui demandent quoi? Des meilleures conditions de travail, une augmentation des salaires. Donc si tu augmentes les salaires, forcément, ça permet aux gens d'acheter, toi, tout, je leur dis, tout est lié. Vous n'êtes pas dans un monde fermé, vous vivez avec des gens autour de vous, et ça, c'est difficile. Par contre, quand des copains me parlaient de convergence des luttes, c'est compliqué de faire converger des luttes sur... Là, c'était, toi, les paysans, ils habitent dans un village, des fois, ils ne connaissent pas les paysans qui sont dans l'autre vallée, c'est très, très fermé, très cloisonné. Et donc, nous, on est là. Par ailleurs, de toute façon, il faut être prêt. La condition paysanne et agricole, c'est de jamais s'éloigner trop. Parce que tu peux pas, en fait. Tu peux pas partir en congé à 15 bornes de tes bêtes. Mais je trouve que c'était une bonne expérience, parce que ça permet aussi à la gauche, nous, la France Insoumise, de parler à une population, à une corporation qui nous est rarement favorable, mais je sais très bien que même s'ils ne vont pas voter pour nous, on n'était même pas là pour faire de la récupération, loin de là, mais c'était surtout pour les écouter. Et donc ils s'aperçoivent on est là pour apprendre. Beaucoup apprendre. Moi j'ai beaucoup appris en discutant, en échangeant sur les réalités qui ne sont plus les mêmes que celles que j'ai connues étant gamin. Comme je disais, quand j'étais gamin, les agriculteurs, les paysans, ils arrivaient à vivre du fruit de leur travail. Il y avait beaucoup de vaches laitières, les conditions de travail étaient difficiles. Mais là, c'est plus possible. Je veux dire, quand tu vois, il leur faut 200 hectares et 100 bêtes, pour tout ça, dégager une perte. Mais c'est fou, dégager une perte. Alors que moi, quand j'étais gamin, non, c'est pas vrai, c'était il y a 20 ans. Alors, ce que tu évoques là sur les revendications, ça rejoint une question de Ikram qui dit: est-ce que vous pouvez nous rappeler les revendications des agriculteurs, parce qu'avec les médias, on est un peu perdu. C'est vrai qu'on n'entend pas très bien et qu'il y a eu un peu un grand flou. Les médias ont vachement insisté, moi j'ai vu ça partout, c'était regardez, ils critiquent les normes, les obligations de prairie de jachère, alors qu'à chaque fois que moi j'ai rencontré les paysans, les paysannes, agriculteurs, agricultrices en lutte, c'était jamais ça. Moi, j'ai entendu dire, on n'arrive pas à vivre de notre travail, il n'y a pas un prix rémunérateur garanti, premier truc. Et puis, se bagarrer sur les accords de libre-échange aussi. C'est ça, c'est la première revendication, arriver à vivre du fruit de son travail. C'est la première. Et si le gouvernement aussi, nous, on arrive à répondre à cette question-là, tout le reste y tombe. Je veux dire, au moins, ils auront une direction, ils auront des prix planchers qu'on va assurer, encadrer les marges de la grande distribution et de l'agro-industrie, surtout encadrer les marges, et ça permet aussi aux consommateurs d'acheter des bons produits. Tout est lié. Le reste, alors la revendication sur le rouge, ce qu'on appelle le GNR, le gasoil non routier, le fait que, maintenant ils auront la déduction en bas de la facture, je dis pas que c'est accessoire, mais bon, ils l'auraient payé quand même. Et puis sur l'épidémie bovine, ça vient de l'importation, mais bon, les frais de remboursement, les remboursements ont passé de 80-90%. Et puis il y a le problème de l'eau. Alors ça, l'eau, c'est un vaste problème, je veux dire ça. Après, il y a eu Sainte-Soline qui est dans toutes les mémoires, mais ça, les méga-bassines, tout ça. Les méga-bassines et tout ça, c'est et puis le barrage de Sivens, tout ça. En plus, en Occitanie, on a été fortement marqué par ces combats-là, ces luttes-là. Et donc ça, c'est un vaste problème. C'est pour ça que c'est intéressant que les gens en débattent. Moi, j'ai pas de réponse toute faite, loin de là. Et c'est les paysans, les agriculteurs en discutant qui vont apporter eux-mêmes, justement, des solutions. Et puis tout à l'heure, la question sur les fonctionnaires. Est-ce que les agriculteurs devraient être fonctionnaires? Je ne le pense pas. Par contre, qu'ils aient une sécurité sociale. Alors là, ça, s'ils avaient une sécurité sociale, ça leur permettrait d'avoir une retraite digne, parce qu'ils comptent beaucoup sur la revente de leur outil de travail ou la transmission à leurs enfants. Mais s'ils avaient une sécurité sociale qu'ils ont refusée à l'époque, comme les petits commerçants, je veux dire, c'est pareil, ça leur permettrait aussi d'avoir une assurance et une retraite correcte. Et en plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'est battu un peu là-dessus au début du mandat. Il y a eu un moment où a été rediscuté, mais c'est passé hyper vite. En vrai, les médias, tout le monde s'en foutait. On a un peu essayé d'écrire partout, mais ça n'a pas intéressé. À la Commission des Affaires sociales, on a vu la réforme des retraites agricoles, qui est passée en décembre 2022. Ça remonte un peu. Mais il s'est passé quoi? C'était des députés de droite, des républicains, comme quoi l'épiphanie, qui disaient il faut calculer différemment. Alors jusqu'à 2022, là,
La retraite agricole, c'était calculé sur toute votre carrière. Ça prenait en charge, en fait, ça prenait vos revenus et ça faisait une proportion à la fin de la carrière, tu vois. Et en fait, en décembre 2022, on a voté un texte de loi qui fait qu'au lieu de prendre toute la carrière, vous prenez les 25 meilleures années. Ce qui veut dire que quand tu as une sécheresse, un accident de production, tu as un pépin, une catastrophe naturelle, la mauvaise année, elle saute. Donc en gros, ça permet d'enlever les mauvaises années, quoi, pour éviter de les payer 2 fois. Parce que la mauvaise année, ça veut dire que tu la payes parce que tu produis pas, donc tu perds de l'argent. Et en plus, quand tu pars à la retraite, on te le refacture une deuxième fois en disant vous vous souvenez, c'est cette année-là, on vous la vire de la pension. On s'est battu là-dessus, il faut bien avoir en tête ce qui s'est passé. C'est qu'en commission des affaires sociales à l'époque, c'était LR, LFI, on était d'accord, et les macronistes ont essayé de le bloquer en disant ça va coûter trop cher, ils n'ont pas besoin de ça, blablabla. Et les gars étaient déconnectés total, quoi. Ils sont battus contre un nouveau calcul favorable de la retraite agricole, c'est vous dire où ils en étaient. Et une fois que c'est arrivé en hémicycle, on avait déjà à l'époque fait un peu de ramdam, qu'on avait parlé aux copains des syndicats agricoles. Quand ça arrive en hémicycle, les gars avaient tout changé. Ils changeaient d'opinion seulement en disant on a toujours été pour, finalement on va le voter. Notre truc voté à l'unanimité. Donc ils essayent toujours de le torpiller quand t'es en coulisses. Et dès que t'arrives dans la scène un peu publique, où c'est filmé, où c'est vu, où tout le monde écoute, tout le monde note un peu ce qui se dit, alors là, ils oublient totalement leur hostilité de la veille, et puis en fait ils ont lâché. C'est important parce que ça montre que dès l'époque, on s'est rendu compte qu'il y avait une capacité d'intimidation un peu, de les amener à changer d'avis, et à gouverner avec un minimum de sens de l'intérêt public, alors quand on leur mettait la pression. Et ça c'est important parce que ça montre que ce monde agricole, il sait faire ça aussi. Il sait leur mettre la pression, il sait avoir accès à ses élus, aussi au niveau local, les engueuler, leur dire en fait pourquoi tu votes contre mes retraites agricoles. Donc ça a démarré à l'époque, évidemment ça va pas assez loin, parce qu'on a beau faire cette réforme, ça a ajouté 60-70 balles en moyenne aux pensions. C'est ça de prix, dire tant mieux, mais c'est un tout petit bout du chemin, on va pas se contenter de ça alors que les gens ils tirent la langue et qu'ils ont du mal. Et tout à l'heure, sur la question des accords de libre-échange, tu mentionnais la Nouvelle-Zélande. Tu disais, on importe les trucs du monde entier. Ça, c'est typiquement un truc qu'il faut que tout le monde ait en tête, alors que bientôt, il y a des débats sur les questions européennes. On sait qu'il y a des élections européennes le 9 juin, mais c'est vraiment un gros sujet pour nous, à la fois parce qu'on est militant politique, pour le monde agricole, et puis parce qu'on est en Haute-Garonne. Dire la Haute-Garonne, c'est un territoire où on produit vraiment beaucoup en bovin, en ovin, et c'est exactement ce qui nous menace avec la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, il y a le lait, mais il y a aussi les productions ovins, bovins. Et en fait, vous savez bien, en Haute-Garonne, on a même des prix, on a même des concours, le concours du bovin gras, le concours de l'ovin gras, etc., qui ont lieu régulièrement. Et en fait, tout ça, c'est menacé, parce qu'on peut faire venir à bas prix, de l'autre bout du monde, des ovins et des bovins qui ont été produits dans des fermes-usines, quoi, dans de l'agro-business absolu. Donc, on met en danger, à chaque fois qu'on signe ce type d'accord pour la Nouvelle-Zélande, vous mettez en danger tous les producteurs qui vont avoir de la viande acheminée, produite en énorme quantité et vendue pour pas cher sur le marché en Haute-Garonne. Et évidemment, il y a des gens, ils n'ont pas les moyens. Ils s'en sortent pas. Oui. Donc une fois que vous avez baissé les revenus des gens, qu'ils n'arrivent plus à faire leurs courses, vous leur fourguez de la viande de mauvaise qualité. Et donc vous avez réussi à la fois à geler les salaires des gens, donc dans l'intérêt du grand distributeur, et à la fois à pas rémunérer l'agriculteur ou l'agricultrice. Donc en fait, la grande distribution ne paye pas la personne à la caisse, mais va lui vendre de la viande de merde, pour pas cher. Ça, c'est le sens du libre-échange. Et en plus, la Nouvelle-Zélande, ils vendent le mouton, ils font du mouton, c'est rien que pour la laine, les carcasses, ils s'en débarrassent à l'export. Ouais. Mais ça, c'est vrai qu'il faudrait se poser la question, est-ce que tous ces produits agricoles ne devraient pas sortir des traités de libre-échange ? Comme on parlait de l'exception culturelle française, on va faire une exception agriculturelle, et que justement, la marchandise ne doit pas faire l'objet de libre-échange. Il doit y avoir des protections pour protéger tous les paysans du monde. Parce que nous, avec notre agriculture subventionnée, on a inondé les marchés africains avec du poulet, avec du beurre, avec du lait, et on a détruit les marchés locaux dans un tas de pays d'Afrique. Et après, il ne faut pas s'étonner quand les gens n'ont plus rien à bouffer, ils ne peuvent plus s'en sortir, et bien qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils quittent leur pays pour aller dans le nord. Donc tout ça, c'est lié, ces grands mouvements. Alors, nous, on a connu l'exode rural. Quand je parlais de mon arrière-grand-père qui avait quitté son Cantal, qui avait pu s'en sortir, cet exode rural, il est au niveau planétaire, quoi. Et les gens vont mourir dans la Méditerranée ou arrivent en Italie. Et nous, pendant ce temps-là, on nous fait voter, ils votent des lois asile-immigration hyper restrictives. Donc tout ça, c'est lié. Si on permet aux gens, justement, de protéger leur agriculture, ils vont rester chez eux, produire. Tous les paysans du monde s'accordent pour dire on veut produire, avoir les fruits de notre travail et vivre près de chez nous. C'est ça. Je pense que cette exception agriculturelle, alors ça, il faudrait voir si ça peut se faire, si ça peut se jouer, mais protéger, il demande de la protection. Et comme je parlais de cinéma, je voudrais juste faire un petit clin d'œil au film de Gilles Perret, avec la ferme des Bertrands, qui parle justement d'une ferme qui est à 800 mètres de chez lui,
C'est une histoire qui a été filmée par Marcel Trier en 72. Lui, il a fait un film il y a 25 ans, puis il a refait un film il y a 2 ans, donc tous les 25 ans. L'histoire de paysans qui produisent du lait. Mais eux, ils s'en sortent parce que le lait, ils ne le vendent pas 40 centimes à la société qui fait du fromage qui s'appelle le Reblochon, le super Reblochon. C'est un lait qui est protégé, c'est une AOC, enfin une AOP, je veux dire. Et le lait, ils le vendent 80 centimes le litre. Ouais. Donc, au double du cours moyen, quoi. Alors, il y a des normes, il faut sortir les animaux, je ne sais plus, 150 jours dans l'année, les nourrir d'une telle façon. Enfin, il y a tout un cahier des charges, mais eux, ils sont modernisés, mais eux, ils arrivent à travailler, ils produisent un bon produit parce que tout simplement, c'est protégé et c'est pas inondé par le lait qui vient de Pologne, etc. Et puis par ailleurs, la Nouvelle-Zélande, on évoquait l'accord de libre-échange, vous avez suivi, c'est la question du lait aussi. Vous avez en Haute-Garonne, on est à peu près 60 millions, un peu plus de 60 millions de tonnes de lait qui sont produites par an. Et en Nouvelle-Zélande, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du lait, ils le déshydratent, ils le transportent déshydraté parce que c'est plus pratique pour la conservation, ils le réhydratent une fois que c'est arrivé pour le vendre moins cher. Enfin, c'est toujours pareil, c'est non seulement le prix il baisse et en plus c'est pas de la bonne qualité. Et sur l'exception agricole, c'est pas qu'une idée qu'on a nous. On va dire, par exemple, on le voit à chaque accord de libre-échange, vous avez les mouvements écolos, agriculteurs, les travailleurs sans terre ou avec terre, les syndicats de tous les pays concernés en dehors de la France, les pays interlocuteurs qui se mobilisent. Le Mercosur, on a dit qu'on était contre depuis le début. On se bat contre cette, vous savez, c'est les grandes zones de libre-échange en Amérique du Sud. Ils veulent créer un accord avec l'Europe. Le bilan, on le connaît, c'est que par exemple l'Argentine, vous savez qu'ils produisent énormément de bovins et du soja. Donc en plus, ils font du soja pour nourrir le bovin. Donc vous êtes obligé d'avoir dans la chaîne toujours un produit argentin. Le soja, on en produit aussi. Donc ils vont nous balancer du soja qu'on sait produire, de la viande en quantité extraordinaire qu'on produit aussi. Tout ça parce qu'ils l'auront fait sur des exploitations énormes, mais qu'ils auront baissé le prix et la qualité. Et là-bas, les gens ne nous disent pas notre rêve, c'est de vendre des bovins et du soja en Europe. Eux, ce qu'ils aimeraient bien, c'est avoir leur souveraineté alimentaire et pas que l'Argentine soit devenue une espèce de hub qui produit que de la viande et du soja. C'est ça qui se passe avec l'accord de libre-échange. Vu qu'une fois qu'on sait que c'est rentable de vendre de la viande et du soja, l'Argentine, elle produit plus que de la viande et du soja. Puis ils vont exporter des bons morceaux, en plus, c'est des morceaux de choix, des morceaux à forte valeur ajoutée au niveau de la viande, parce qu'on dit, tu vois, au niveau volume, mais en fait, c'est des volumes hyper qualitatifs. Et puis, on pourra aller des accords de libre-échange. Si on prend l'accord de libre-échange Mexique, États-Unis, Canada, l'ALENA, qui date, qui a au moins... années 90. 90, eh ben, au bout du compte, le Mexique importe du maïs. Non mais c'est fou quoi, c'était la culture d'origine de base du Mexique, comme nous, on va exporter du blé au Maghreb pour faire de la semoule. On marche sur la tête, on va concurrencer justement les paysans algériens, tunisiens, marocains, et on va leur vendre du blé, c'est fou. Subventionné par la PAC, parce que nous on verse des subventions à la PAC, qui d'ailleurs, rappelons-le, si jamais ils arrivent, la bande des loustiques, à intégrer l'Ukraine à l'Union Européenne, il n'y a plus de PAC en France. Parce que l'Ukraine a des exploitations beaucoup plus grandes que les exploitations françaises. Et on sait, la Commission Européenne, elle a dit, si jamais l'Ukraine rentre, eh bien, la redistribution de la PAC fait que la France, au lieu de toucher ces milliards d'euros, ne touchera plus rien. Donc, c'est un truc de fou. Ça veut dire qu'on retire près de 10 milliards d'euros d'aide nette aux agriculteurs et agricultrices en France. Donc c'est vraiment une menace hyper importante. Et il y a Piotrouchka, toujours fidèle au poste, qui pose une deuxième question. Alors je sélectionne parce que vous avez plein de questions, mais qui dit la lutte n'est pas finie, est-ce que vous suivez les prolongations de la conf? Nous on suit toutes les prolongations. Oui. Alors la conf, justement au débat que j'avais initié la semaine dernière, il y avait la responsable de la conf, la porte-parole, Hélène Delmas de Haute-Garonne, et justement ils continuent encore. Alors ils font des actions coup de poing, ce qu'on appelle des actions coup de poing, soit sur les centrales d'achat, des choses comme ça, parce que on va dire ils sont moins équipés que les gros, ils ont moins de tracteurs, mais ils sont toujours dans la lutte, et donc oui forcément on partage énormément au niveau de leur agriculture, ce qu'ils font, je veux dire, c'est une agriculture au plus près, avec des circuits courts, des ventes directes, ils ont un cahier des charges qui est super, et bien entendu, je pense que le gouvernement s'est dit, on les a calmés, on leur a donné un petit peu, mais il est loin d'être clos, parce que le problème, reste entier et demeure, je veux dire. Le problème de l'agriculture, il est toujours présent, parce que les gens n'arrivent pas à vivre de leur travail. On n'arrête pas de dire, mais c'est la vérité. Et s'il n'y avait pas la PAC, il faut la réorienter, parce que c'est la prime à l'hectare, on préfère une prime à l'actif, il y a beaucoup de choses, réorienter vers les petits producteurs, mais pourquoi pas les réorienter vers les gens qui tiennent des AMAP, des petites productions, pour permettre de faire éclore cette agriculture paysanne, je veux dire au plus près des gens, production, transformation, distribution. C'est reconnecter le producteur au mangeur, et éviter ce qui est au milieu là. Et ça répond un peu, il y a la question de Si aussi qui demandait,
est-ce que le monde paysan, c'est un peu ce que tu dis, a des pistes pour s'émanciper de la vente par les grandes surfaces, camions mobiles, applications, un map avec relais citadin, crowdfunding, etc., etc. Bah oui, il y en a. Il y a ce que tu évoques, quoi, c'est-à-dire la réduction de la chaîne au milieu. Vous avez aussi tous les projets parfois de halles alimentaires, vous savez. Vous avez un grand lieu qui est collectif, et du coup, c'est pas chacun doit payer sa place. Vous avez un grand lieu collectif qui accueille les producteurs qui viennent directement délivrer. Après, il y a les marchés qui existent, enfin heureusement qu'ils existent le vendredi, mais ce qui a fait du mal au marché, c'est l'ouverture des supermarchés le dimanche. Pareil, ça c'est une autre lutte. Bon, pour l'instant, les marchés, ils ouvrent non seulement le dimanche, mais ils ouvrent tard le soir et tout ça. Et ça a cassé parce qu'il y avait beaucoup de marchés le dimanche, et je voudrais que les marchés, ils soient ouverts à tout le monde, toi. Et ça, en plus, les marchés, c'est un lieu de rencontre entre le producteur et le mangeur. Et puis c'est aussi un lieu de rencontre de tous les citoyens. Il y a beaucoup de gens qui vont au marché discuter pour voir des gens. Et là, les supermarchés non seulement ont cassé et puis c'est encore pire que ça maintenant, c'est les drives. Les drives, les gens n'ont même plus le temps. Alors les gens n'ont même plus le temps d'aller au supermarché. On va au drive. Et donc, si on veut que les gens aient du temps, il faut réduire le temps de travail. Je veux dire, on réduit le temps de travail et les gens prennent le temps de vivre, de respirer et de discuter avec les petits commerçants, avec les producteurs, amener une respiration de cette société qui est hyper stressée. Et donc, pour avoir cette respiration, il faut avoir une bonne alimentation. Non mais tout est lié, quoi. Et puis en plus quand même, disons-le même, je pense qu'on arrive un peu à la fin là, sur le mot de la fin, mais le marché, il y a aussi un grand intérêt, c'est que c'est là que vous nous rencontrez régulièrement le week-end avec un tract à la main. Donc voilà, faut absolument y aller au marché. Nous, c'est vrai que vous ne voyez pas au drive. C'est un lieu de rencontre. Et c'est hyper dommage de ne pas voir son député LFI au drive. Alors vous pouvez voir votre député LFI sur le marché, allez-y, même si vous achetez rien. Vous baladez, vous nous cherchez, puis on papote, et puis on échange, et puis après on part en porte-à-porte ensemble, enfin le truc tranquille. Ouais. Mais c'est vraiment ce lieu de sociabilité, parce qu'en plus parfois sur le marché il y a des associations. Moi j'avais le marché de Blagnac la semaine dernière, par exemple, il y avait les gamins d'une école qui avaient fait des crêpes, des gâteaux, des muffins pour financer un voyage pour la Carcassonne, enfin... Ces trucs-là, vous les avez pas dans le drive supermarché, vous n'avez pas les formes de solidarité, le côté je mets 2 € dans une caisse pour aider les gamins à faire un truc qui les fait rêver, des choses comme ça. Vous n'avez pas non plus la capacité de parler avec la personne qui produit pour savoir en fait comment c'est produit, d'où ça vient, c'est quoi l'intérêt de le produire. Et puis parfois on est juste plus intelligent en allant sur le marché. On apprend comment sont faits les produits, comment sont élevés les animaux, et puis même ça crée aussi les petits commerçants, les petits distributeurs qui arrivent à vivre de leur travail, parce que là les gens qui bossent dans les supermarchés, je veux dire, on crée encore un nouveau prolétariat, enfin un prolétariat. Et je rappelle juste qu'en Allemagne, les 3 plus grandes fortunes d'Allemagne, c'est Aldi. C'est un des créateurs d'Aldi. La deuxième fortune d'Allemagne, c'est les descendants du frère d'Aldi, et le troisième, c'est Lidl. Donc les trois plus grandes fortunes d'Allemagne, ce sont la grande distribution qui justement font leur richesse sur le dos des producteurs, et sur le dos des consommateurs, et sur le dos des gens qui travaillent. Sur les 3, ils gagnent à tous les niveaux. Parce que quand vous allez au supermarché, vous payez direct cash, il n'y a pas de crédit comme on pouvait faire dans le temps, et l'argent est tout de suite placé en banque, et eux, leurs fournisseurs, ils les payent à 60 ou 90 jours. Donc ils gagnent, c'est des établissements financiers. La grande distribution, ce n'est tout simplement que des établissements financiers. Ils vendent tout, n'importe quoi, mais ils sont là pour faire de l'argent avec de l'argent. Le reste, c'est vraiment anecdotique pour ce qu'ils font. Donc forcément, ils cassent les reins aux producteurs, mais même à des grandes marques. C'est eux qu'on la main, quoi. Auprès de, que ce soit au Panzani, tout ça, ils sont très très forts, quoi. Donc en conclusion, je pense que vous avez entendu ce que dit Christophe. Cette vidéo, le fait de la regarder, de l'envoyer à vos amis, ça va emmerder des milliardaires allemands. Donc rien que pour ça, c'est une raison supplémentaire de la regarder, de l'envoyer à tous vos proches. Aldi, Lidl. Voilà, donc si jamais il vous Carrefour. pose problème politiquement... Leclerc aussi. Voilà, donc on pense évidemment à elle et à eux, et puis c'est une blague, puisque les seuls auxquels on pense, c'est évidemment les travailleuses et travailleurs de la terre, du monde agricole, et on espère que ce petit moment d'échange... a permis de faire un point sur où on en est, sur ce qu'on fait, sur la lutte qui est en cours, et le fait qu'on est en pleine solidarité et qu'on va avoir besoin du soutien le plus massif possible pour aider les agricultrices et agriculteurs qui se bagarrent, ouvriers agricoles aussi. On compte sur vous. Et merci pour l'invitation, Adrien. Merci à toi, Christophe. À vite.